Merci à Adi Kamara. Et avant, c'est le ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a rencontré son homologue bissau-guinéen de l'intérieur et de l'ordre public. Au centre des discussions, la gestion concertée des quelques 400 km de frontières terrestres que partagent les deux pays avec en ligne de mire, vous allez le voir, le renforcement de la coopération sécuritaire et administrative. Amadou Touré et Sedou Bassila. Au cœur de ces échanges entre le ministre Ibrahima Khalil Condé de l'administration du territoire et de la décentralisation de la Guinée et le général de brigade Mama Saliou Ambalo, ministre de l'Intérieur et de l'Ordre public de la Guinée-Bissau, la situation des frontières des deux pays. Selon les orientations de le Premier ministre de la République de la Guinée-Bissau, Dr Elidou Vierate, on a reçu l'orientation d'échanger avec nos homologues de la République de Guinée sur la frontière, sur notre relation bilatérale. Il existe toujours entre des frères, il existe des défis, mais comme frères et comme la Guinée-Bissau et la République de Guinée, c'est un peuple, c'est un seul peuple. Donc, quand on rencontre des défis, on doit s'asseoir pour rencontrer des idées, pour les solutions, pour dépasser ces défis. L'une de ces solutions demeure le dialogue et les consultations. Et c'est ce qui est favorisé à travers cette rencontre des ministres des deux pays accompagnés de certains cadres des départements concernés. La trajectoire de nos deux chefs d'État, nous respectons les principes du premier sommet de l'OIA tenu en 1963 à Addis Abeba, les principes d'intangibilité et les principes d'inviolabilité. La Guinée-Bissau et la République de Guinée respectent ces principes. Et voilà pourquoi il n'y a pas d'histoire entre eux. Chacun reste dans son cadre. Mais nous sommes en train de prendre les dispositions pour équiper nos différentes commissions nationales de frontières pour la matérialisation des bornes entre nos pays. Au-delà de ces initiatives de bon voisinage et de consolidation de la paix transfrontalière, les gouvernements des deux pays s'inscrivent également dans la sensibilisation des communautés le long des frontières avec des perspectives de mise en place des commissions mixtes de patrouille. La communauté guinéenne établie à Dakar a eu une rencontre de travail hier avec le ministre des Affaires étrangères, des retrouvailles pour écouter les doléances des compatriotes et leur annoncer les grandes décisions de l'État en leur faveur. Dr Maurice Anda Kouyaté a officiellement lancé les opérations de confection des cartes d'identité et extraits de naissance biométriques. Makemedozo. Au Sénégal, vit l'une des plus fortes communautés guinéennes à l'étranger. Plus de 3 millions de compatriotes établis dans ce pays ami. Lors de son séjour de travail à Dakar, sur la paix et la sécurité en Afrique, le chef de la diplomatie guinéenne les a rencontrés pour un échange chaleureux autour de l'actualité en Guinée. Dr Maurice Anda Kouyaté les invite à respecter les lois du pays hôte et à rester unis pour participer au développement de leur patrie. Nous sommes là, monsieur le ministre, à l'écoute de la Guinée. Ce qui nous intéresse, c'est la Guinée. Parce que sans l'unité, rien ne marchera. Il faut dire au président de la République, la communauté guinéenne résidant au Sénégal, nous sommes derrière lui. Vous avez fait beaucoup, Excellence. Et nous avons vu la fois dernière, quand vous êtes parti aussi à la Mauritanie pour ramener des compatriotes qui étaient en détresse là-bas. Il faut féliciter encore le président de la République. Quand je prends le micro, Excellence, c'est parce que je dis ce que je crois. Ce n'est pas la démagogie. Aujourd'hui, la communauté guinéenne résidant au Sénégal adhère au projet du président de la République. Le président Doumbouya, il est sorti de l'improvisation. Il a rêvé pour notre pays et il a présenté un programme, Simandou 2040, qui couvre tous les domaines de la vie de notre pays. Domaine social, domaine économique et domaine politique. Aujourd'hui, je le dis partout, partout. Et c'est important que les Guinéens le sachent. Grâce au président de la République, nous ne sommes plus comme certains autres pays des acheteurs de programmes et de projets. Parce que notre soi-disant bonheur et prospérité était pensé à l'extérieur.
pour ceux qui voulaient faire de l'argent en Guinée et qui débarquaient avec leur propre programme et nous disaient que leur propre programme était le nôtre. Et les Guinéens, certains Guinéens, croyaient en cela. Là où on a besoin de l'eau, celui qui amène un projet de l'extérieur veut mettre là-bas un verger. Là où on a besoin d'une route, il veut mettre là-bas une maison. Parce qu'il n'est pas guinéen. Parce qu'il ne sait pas ce que le peuple de Guinée veut. Le président de la République, ayant vécu au sein de notre pays, de nos populations, a donc trié et organisé le développement économique. Il l'a rêvé. Et c'est ce qu'on appelle le programme Simandou 2040. Il y a des choses qu'il faut dire. Si on ne le dit pas, elles vont rester avec un point d'interrogation. Il y en a qui ont dit, ah oui, il a dit que ni lui, ni aucun membre de son gouvernement ne serait candidat à tout. Il a dit ça. Mais il l'a dit, c'est vrai. Mais quand il a fini de dire ça, pendant 4 ans, il a fait les routes. L'eau, l'agriculture, le commerce. Et quand il a fini de faire ça, c'est le peuple qui lui a dit, ce que vous avez dit là, vous l'avez dit, nous voulons ici à la tête pour continuer le travail. Cette rencontre entre Dr Kouyaté, commandeur dans l'ordre national du Colatier, et les Guinéens du Sénégal est aussi une opportunité pour lancer certaines décisions de l'État, comme la confection des cartes d'identité nationale et l'extrait de naissance biométrique. Cette initiative présidentielle était très attendue à Dakar et dans les autres villes. À l'heure où je vous parle, nous avons déployé des machines à travers le monde, partout, pour élaborer les actes de naissance biométriques et les cartes d'identité biométriques. Vous ne vous déplacez plus, ça se fait ici. Je serai le premier à être là devant pour l'enregistrement de la première carte d'identité. C'est fait, les codes sont arrivés. Après, ici, nous allons aller là-bas au nom de... Remercie l'excellence du président Mamadi Doumbouya. Dr Mourisanda Kouyaté a rappelé les instructions fermes du président Mamadi Doumbouya quant à la poursuite de la délivrance gratuite de ces documents aux compatriotes. Les opérations ont été lancées avec beaucoup d'engouement et se poursuivront jusqu'à la satisfaction totale de tous les Guinéens établis au Sénégal. La communauté guinéenne vivant en Gambie bénéficie également d'un meilleur accès aux services administratifs. L'arrivée récente de kits d'enrôlement pour les passeports et les extraits de naissance facilite considérablement les démarches pour nos compatriotes vivant dans ce pays. Entre espoir, soulagement et attente, voici quelques témoignages sur des avancées et des défis sur le terrain. Clarisse Massaran-Kourouma. En Gambie, la communauté guinéenne bénéficie désormais d'une amélioration notable dans l'accès aux documents administratifs. En cause, l'arrivée de 2 kits d'enrôlement destinés à la délivrance des passeports et des extraits de naissance, une avancée qui vient faciliter les démarches des compatriotes vivant en Gambie. Pour remercier les autorités centrales, à la tête desquelles M. le Président de la République, qui a daigné nous envoyer 2 kits. Ces 2 kits, le premier, c'est de faire des passeports biométriques. Le second kit, c'est de faire les cartes d'identité biométriques et l'extrait de naissance biométrique. Les 2 documents, c'est seulement le passeport qui est payant. Les autres documents sont gratuits pour tous les Guinéens, en ne tenant compte que de sa citoyenneté guinéenne. Un dispositif qui permet aux usagers d'effectuer leurs démarches sur place sans se déplacer. Sur le plan technique, le processus d'obtention des documents est jugé accessible et bien encadré. Tout se passe très bien entre nous et nos concitoyens guinéens qui viennent prendre les documents numérisés.
Il passe d'abord au niveau de l'état civil, après la signature pour la validation du consul général. De là-bas, il se dirige directement au niveau de la salle d'enrôlement. Plus de 400 et quelques d'enrôlement, de 15 à 20 personnes par jour du lundi au vendredi. Du côté des bénéficiaires, le soulagement est palpable face à cette initiative attendue depuis plusieurs années. Venu se faire enrôler, Mohamed Salih Diallo apprécie cette démarche des autorités. Nous sommes venus pour la carte d'identité biométrique et l'extrait de naissance. Ici, c'est très bon parce que les personnels d'ici nous ont bien accueillis. Bon, et puis, ça nous facilite aussi pour aller jusqu'en Guinée et revenir pour nous enrôler. Venir ici prendre les documents, c'est ce qui nous arrange aujourd'hui. Une initiative qui vient ainsi rapprocher davantage l'administration guinéenne de ses citoyens à l'étranger, tout en renforçant les liens entre la diaspora et le pays d'origine. Retour en Guinée avec tout d'abord Kindia qui était au centre de nouvelles dynamiques pour l'enseignement supérieur entre gouvernance de proximité et promotion de l'innovation. La réunion de cabinets délocalisés augure de belles perspectives pour le département. Une action qui vise à rapprocher l'action publique des réalités du terrain et à stimuler la créativité au sein des institutions universitaires. Mounir Bari. À l'université de Kindia, la ministre de l'enseignement supérieur présente sa vision. Moderniser les institutions, améliorer la qualité des formations et former un capital humain compétitif. Objectif, rapprocher l'université des entreprises et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes dans une logique de gouvernance, de proximité et d'innovation. C'est 120 étudiants qui ont été identifiés, qui vont travailler sur des projets définis par des sectoriels, c'est-à-dire des institutions privées, des entreprises privées, des industries, afin de repenser un peu l'industrie du futur. C'est pour initier déjà les étudiants à oser. Deuxièmement, à créer. Troisièmement, à proposer et à faire développer certaines stratégies. Les 24 heures de l'innovation, un concept inédit en Guinée. Pendant 2 jours, étudiants, entrepreneurs, chercheurs et partenaires techniques et financiers conjuguent leurs efforts. Ensemble, ils imaginent des solutions, développent des projets et stimulent la créativité au sein de l'écosystème universitaire guinéen. Nous mesurons la portée vraiment de cette délocalisation parce que en même temps, il y a un autre événement qui va se dérouler, la remise d'outils de travail aux chercheurs, notamment les ordinateurs portables. Ce conseil de cabinet était essentiellement axé sur la mise en œuvre des projets Simandou 2040. Elle nous a demandé de former une équipe soudée pour faciliter un peu la mise en œuvre des 4 projets Simandou que nous avons dans cette première phase. Cette rencontre de Kindia couplée à la retraite stratégique du cabinet a permis d'harmoniser les orientations du département. La ministre a insisté sur un enseignement supérieur tourné vers l'avenir, plus innovant, plus professionnalisant et en phase avec les réalités économiques. La cérémonie de remise d'équipements informatiques vient ainsi renforcer les capacités des enseignants-chercheurs au cœur de cette transformation. Et pendant ce temps, la lutte contre le cancer s'invite au cœur d'une mobilisation d'envergure. À l'initiative d'une structure de la place, un banquet de levée de fonds a rassemblé partenaires, acteurs sociaux et personnes de bonne volonté. L'objectif est de contribuer à la construction d'un centre d'accompagnement dédié aux femmes et aux enfants en rémission du cancer. Retour sur cette soirée d'engagement et d'espoir avec Saint-Martin Francinadouno. Dans un contexte où la lutte contre le cancer dépasse le seul cadre médical, l'ONG Children's and Women's, engagée dans l'accompagnement des femmes et des enfants atteints de cancer, a officiellement lancé une campagne de levée de fonds pour la construction d'un centre dédié aux patients en rémission. Ce centre, dont les travaux de fondation ont été déjà réalisés grâce aux efforts de Just Children and Women, s'étend sur une superficie de 842,28 m² située à Bawa, dans le district de Dubreka. Ce projet, au terme de sa réalisation, deviendra un lieu où les bénéficiaires seront suivis, accompagnés, soutenus. Dans une atmosphère
Mêlant solidarité, engagement humanitaire et expression artistique, l'ONG Children's and Women's réunit partenaires, autorités publiques et acteurs de la santé autour d'un banquet caritatif animé par des artistes de renom, véritables ambassadeurs de la cause, en vue de mobiliser un large public, d'associer la culture à l'action humanitaire. C'est toujours un plaisir d'accompagner des initiatives à caractère humanitaire. Et vu que l'initiative vient de l'épouse d'un collègue, raison de plus pour qu'on puisse s'impliquer dans ce projet. Ce centre d'accompagnement sera plus qu'un bâtiment. Il sera un refuge, un lieu d'écoute, de soutien et de renaissance pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Je tiens à assurer ici que le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités accompagnera pleinement ce projet dans sa réalisation totale. À travers cette campagne de levée de fonds, l'ONG Children's and Women's pose les bases d'un véritable écosystème d'espoir, de résilience et de construction d'un centre d'accompagnement pour des milliers de femmes et d'enfants. Un projet qui rappelle que, face au cancer, la solidarité reste le plus puissant des traitements. Et puis, il est considéré comme le meilleur ami de l'homme, mais lorsqu'il est abandonné ou livré à lui-même, il devient un potentiel danger. Nous allons donc parler ce soir des chiens errants. On les retrouve un peu partout dans les rues du pays et une véritable menace pour la santé publique, notamment en cas de morsure ou de transmission de la rage, cette maladie redoutable et parfois mortelle. Voici le grand format sur cette réalité qui inquiète et qui interpelle avec Noumousso Diakité. Les chiens errants sont devenus un véritable fléau dans nos rues, tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Ces animaux abandonnés ou perdus qui errent dans les rues sont un réel danger pour les habitants. Les origines de ce phénomène sont multiples, entre autres l'abandon par des propriétaires, la reproduction incontrôlée des animaux domestiques. Les conséquences de la présence des chiens errants sont souvent graves, allant des morsures aux maladies transmissibles et provoquant même des troubles de la circulation qui entraînent des accidents mortels. Il y a beaucoup de personnes qui domestiquent des animaux, surtout aux chiens, mais aucune précaution. Dans mon quartier, il y a un chien qui traversait, ça trouvait que le moutard est arrivé. Ça fait un accident. Donc le chien est mort, mais aussi au taximètre, aussi son passager aussi ont subi des dégâts. Une fois qu'un chien est mort, une personne, c'est très difficile de retrouver le propriétaire du chien. Que ce soit un bandit, que ce soit un passant, le chien aboie. Si un chien aboie dans un banc de 3 h 4 h et que toi tu dors, tu es paniqué, je vais dire au gouvernement, surtout au ministère chargé de ce domaine, de pousser aux gens qui domestiquent de faire la vaccination des animaux, de changer des cases. Les autorités municipales sont souvent débordées par les plaintes liées aux attaques et aux agressions de chiens errants dont les propriétaires se déchargent de toute responsabilité. Bon, concernant la sensibilisation, j'ai rencontré un doyen là qui a 3 chiens quand même qui amènent les gens, surtout les femmes, en venant au marché. Et concernant les morsures, bien sûr, il y a des cas qui viennent, surtout les passants. Les chiens s'attaquent à eux. Quand ces cas-là viennent au quartier, nous interpellons non seulement le concessionnaire où se trouve le chien, et le propriétaire du chien, on l'interpelle et on le met en garde, tout en mettant celui qui est mordu à la disposition des services sanitaires. Dans les hôpitaux, les victimes de morsures de chiens errants sont reçues dans des conditions délicates, nécessitant souvent une prise en charge médicale urgente. Les malades que nous recevons bénéficient de 2 types de traitements. Vous avez des soins locaux avec des pansements. Ensuite, vous avez le traitement par le vaccin antirabique. Nous recevons à moins 2 à 3 cas chaque mois. Malheureusement, nous avons reçu ces derniers temps 2 à 3 cas de patients qui sont déjà au stade de la maladie. Et malheureusement, nous ne pouvons rien faire puisque la maladie est déclarée. Ce qu'on leur demande, c'est d'aller rapidement dans un centre spécialisé, vu que si la vaccination elle est faite rapidement, elle peut permettre d'éviter la maladie. Face à cette situation, le ministère de l'Élevage met en place des mesures drastiques pour endiguer ce fléau. Des refuges et des centres de soins pour les animaux errants seront également construits
pour recueillir et protéger la population canine. Nous nous intéressons à la mise en place de fourrières, de refuges, de la stérilisation et de tant d'autres activités. Dans ce document que nous sommes en train d'élaborer, et nous nous penchons de manière sérieuse sur la mise en place de fourrières, mais aussi de refuges. Il faut dire que ces deux concepts sont complémentaires. Et s'agissant des fourrières, généralement, c'est des structures qui sont mises en place par les services publics, qui contribuent à réguler la population canine de manière à ce que la sécurité et la santé publique soient assurées. Pour les fourrières, généralement, la durée de vie des animaux est limitée. Ça dépend des pays et des législations en vigueur. La finalité pour les fourrières, c'est soit on amène ces chiens errants qui sont ramassés dans les rues. Après une certaine durée, on peut soit les trouver les propriétaires ou alors on les transfère au niveau des refuges. Si les capacités des refuges ne permettent pas de les recevoir, on peut passer à l'euthanasie. Pour combattre cette menace qui pèse sur la sécurité et la santé publique, les chiens errants ne doivent pas être ignorés, mais pris en charge de manière efficace pour la tranquillité et la sécurité des habitants de nos villes. Merci à Noumousso Diakité pour le grand format de ce soir. Et je rappelle d'ailleurs que pour éliminer la rage humaine transmise principalement par les chiens, la Guinée a adopté depuis 2018 un plan d'action intégré. Il est question d'atteindre 0 cas à l'horizon 2030. Évaluation des acquis et préparation de la deuxième phase du projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée de l'ordre de 107 millions de dollars. La première phase de ce projet a permis d'augmenter le chiffre d'affaires des petites et moyennes entreprises agricoles de transformation et de commercialisation. Fodé Camara. Cette réunion de Conakry marque une étape décisive dans la structuration de la deuxième phase du projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée. Cette réunion d'évaluation intervient en amont des négociations officielles et de la soumission du projet au conseil d'administration de la Banque mondiale. Pendant ces 2 jours, nous avons vraiment discuté du contenu de ce projet. Ce contenu-là sera traduit dans l'accord de financement qui engage à la Banque mondiale, qui engage le gouvernement guinéen. Et donc, cet accord de financement va devoir être négocié très prochainement. Nous allons revenir pour passer à l'étape de négociation. D'une enveloppe de 107 millions de dollars, la première phase du projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée sera clôturée en juin 2026. Le projet a enregistré des résultats significatifs avec 75% de décaissement et 72% d'exécution physique. Près de 15 000 emplois ont été aussi générés. Il y a eu beaucoup d'accompagnement des opérateurs agricoles, des zones ont été aménagées. Il y a aussi un process de désenclavement. Et donc, cette phase qui termine, bien sûr, il y a des leçons qu'on tire et qui vont vraiment faciliter et améliorer la phase 2. Donc, il y aura l'agropole riz qui va couvrir la région de Kankan et l'agropole avicole qui va couvrir la région de Kindia. Composante clé de ce projet, le soutien aux investissements privés a mobilisé près de 20 millions de dollars au profit des promoteurs agricoles. La performance elle est bonne sur les 3 années précédentes parce qu'au fait, elle nous a permis, nous, au niveau du fonds de garantie des prêts aux entreprises, de lancer notre guichet 2, qui est le guichet agricole, qui nous a permis d'accompagner plus de 2000 micro-entreprises et petites et moyennes entreprises en République de Guinée. Ces promoteurs agricoles accompagnés évoluent dans la transformation et la commercialisation des produits locaux, notamment le fonio, le riz, le maïs, l'ananas et la volaille.
Je le disais également au sommaire, et c'est le lancement officiel du projet Résilao dans la commune rurale de Benti, dans la préfecture de Forêt-Karia, une initiative majeure destinée à renforcer la résilience des producteurs de sel et de riz en zone de mangrove. Ce programme ambitionne donc d'améliorer les conditions de vie des communautés locales tout en répondant aux défis environnementaux et climatiques. Sidiki Sissé et Marwan Kamara pour des explications. Dans les zones côtières où la mangrove joue un rôle essentiel dans l'équilibre écologique, les producteurs de sel et de riz sont confrontés à de nombreuses difficultés. Salinisation des sols, aléas climatiques et baisse des rendements. Pour une réponse concrète à ce défi, le projet de renforcement de la résilience des communautés littorales en Afrique de l'Ouest est officiellement lancé dans la commune rurale de Benti. Nous avons 3 activités à mettre en place. Introduire la saliculture solaire dans le secteur de Benti, dans les villages de Katrouma et de Makaré. En même temps, prendre 2 groupements forestiers aux saliculteurs au niveau de Bouramaya Benti pour la mise en place de la saline solaire, ce que nous avons baptisé la saline guinéenne. Cela veut dire la production du sel solaire au détriment de la production du sel indigène qui détruit l'environnement. Le projet Résilao prévoit l'aménagement de plusieurs sites de production, des formations ainsi que des techniques adaptées pour mieux faire face au changement climatique. Pour le riz, 80 hectares doivent être aménagés. 60 producteurs doivent être formés aux techniques d'aménagement des rizières et de gestion de l'eau à la parcelle. Pour le sel, 5 sites doivent être touchés et 90 producteurs doivent être formés à la technique de la saline guinéenne, dont 70 femmes. Avec l'arrivée de la dame, nous avons vu que la salinisation est effectuée maintenant sous une bâche, sans toucher la mangrove. Deuxièmement, le produit issu de cette salinisation, c'est un produit qui est recommandé pour la santé. Donc nous avons vu ce projet-là, non seulement sur sa forme de mangrove, mais encore sous une autre forme vitale. Porté par l'Association pour le développement agricole de la mangrove à travers le partenariat régional pour la conservation de la mangrove et autres collaborateurs, ce projet vient soutenir les producteurs de sel et de riz évoluant dans les zones de mangrove à Benti. Au même moment, dans la région de Bokeh, les acteurs du projet pilote Village Fin Zéro du Programme alimentaire mondial ont fait le point sur les avancées enregistrées depuis le lancement de l'initiative. Cette réunion a permis d'évaluer les résultats sur le terrain et de proposer des pistes d'amélioration pour renforcer les pratiques agricoles. Younous Atawel Kamara. Après quelques années d'activité en faveur des paysans du monde rural de la région de Bokeh, les acteurs du projet Village Fin Zéro, financé par le PAM, se retrouvent pour dresser le bilan de ce projet pilote. Au cours de ce conclave, il est question de capitaliser les acquis, mais aussi de dresser des perspectives pour renforcer davantage les moyens d'existence et favoriser l'accès au marché pour les petites organisations paysannes de Kakandé. Le projet Village Fin Zéro a permis de promouvoir une approche intégrée, reliant de manière cohérente l'agriculture à la nutrition et à l'éducation. Cette approche novatrice a contribué à améliorer les conditions de vie des ménages bénéficiaires, tout en renforçant leurs capacités de production, de résilience et d'autonomie. Le projet Village Fin Zéro s'inscrit pleinement dans les priorités nationales de développement et dans la vision du gouvernement guinéen visant à améliorer les conditions de vie des populations, en particulier les plus vulnérables. Durant 3 jours d'intenses travaux, les représentants des petites organisations paysannes, les chefs d'opérations agricoles, les gestionnaires des cantines scolaires et les agents de la santé de la région de Bokeh ont formulé quelques recommandations leur permettant d'augmenter la productivité, mais aussi éviter les pertes post-récolte. Les partenaires PAM nous appuient dans beaucoup de sens, pas seulement dans l'agriculture, dans la santé, la résilience des communautés et le soutien aux petits exploitants pour la sécurité alimentaire. Et c'est un sentiment de satisfaction pour tout ce que PAM fait pour ce pays.
pour lutter contre la faim. Cet exercice de capitalisation du projet Village Faim Zéro tenu ici à Boké fait suite aux 2 autres tenus récemment à Zérekouré, Kissidou et Labé par le programme alimentaire mondial. À présent, le contenu de ce communiqué relatif à l'aménagement obligatoire des trottoirs en bordure des constructions. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire informe l'ensemble des citoyens, des promoteurs immobiliers ainsi que des propriétaires de bâtiments que, conformément aux dispositions de l'article R 221.6 du Code de l'urbanisme de la République de Guinée, toute personne physique ou morale ayant obtenu un permis de construire ou de modifier un bâtiment situé en bordure d'une voie primaire ou secondaire d'une agglomération urbaine est tenue d'aménager à ses frais le trottoir sur toute la longueur de sa parcelle, conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions d'urbanisme applicables. En application de cette disposition, il est rappelé que l'aménagement des trottoirs constitue une obligation légale attachée à la délivrance du permis de construire. Les travaux doivent être exécutés sur toute la longueur de la façade donnant sur la voie publique. Les ouvrages réalisés doivent respecter les normes techniques en vigueur, notamment en matière d'alignement, d'accessibilité, de drainage et de qualité des matériaux. Le trottoir, bien qu'aménagé par le propriétaire, demeure une dépendance du domaine public exclusivement destinée à la circulation des piétons. Le ministre rappelle en outre qu'il est strictement interdit d'occuper, d'encombrer ou de privatiser les trottoirs, d'y ériger des constructions, installations ou obstacles non autorisés, d'entraver de quelque manière que ce soit la libre circulation des piétons. À compter de la publication du présent communiqué, des opérations de contrôle renforcées seront menées sur l'ensemble du territoire national. La délivrance des certificats de conformité sera subordonnée à la réalisation effective et conforme des trottoirs. Tout manquement constaté exposera les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, y compris la remise en état des lieux sans préjudice d'éventuelles poursuites administratives ou judiciaires. Le ministère appelle l'ensemble des acteurs du secteur de la construction au respect strict des dispositions légales et réglementaires en matière d'aménagement urbain afin de garantir la sécurité des usagers, la fluidité des déplacements et l'amélioration du cadre de vie dans les agglomérations. Le ministère sait compter sur l'engagement et le civisme de tous pour une application rigoureuse des présentes dispositions dans l'intérêt supérieur de l'ordre urbain et du bien-être collectif. C'est signé Mohamed Lamine Si Savané. Cap sur Zérekouré, au cœur de la Guinée forestière. C'est là que le ministre de la Modernisation de l'Administration et de la Fonction publique vient de clôturer la vaste campagne nationale de vulgarisation du FUGAZ et de l'espace agent. Résultat, les fonctionnaires de la région se sont mieux appropriés ces 2 outils conçus pour renforcer la transparence et l'efficacité du service public. Lancé Kamisoko et Mamadi Terna Kamisoko. À Boké, la professionnalisation des éleveurs apparaît désormais comme une nécessité pour concilier élevage, sécurité routière et activité économique. Les images d'animaux errant le long des routes minières en quête de nourriture et d'eau sont devenues fréquentes. Pour mieux inverser la tendance et minimiser les risques d'accident, 200 éleveurs bénéficient d'une formation axée sur la fabrication du bloc multinutritionnel, une alternative alimentaire qui permet de limiter les déplacements incontrôlés du bétail. Ce bloc permet à ce que l'animal puisse être maîtrisé en un seul endroit dans un enclos. Et donc ça les retient, ça réduit la divagation. Et quand la divagation est réduite, ça veut dire qu'il y a moins de conflits avec la société parce que les animaux divaguent sur notre route minière. À base de résidus des récoltes, des produits agricoles et de compléments nutritifs, ces blocs constituent une solution accessible pour maintenir les animaux dans les pâturages, même en période de pénurie. Au-delà de l'alimentation, cette initiative vise aussi à inculquer les notions de gestion moderne des troupeaux et de sécurité routière. Parce que si on peut modifier ce que nos animaux vont manger, en tout cas c'est très important pour nous parce que les animaux, dès qu'ils ont eu le mangement,
ils ne vont pas sur la route minière en cas d'accidenté là-bas, ils ne vont nulle part. Techniquement, nous pouvons dire que cette formation de fabrique d'aliments pour le bétail constitue un élément indispensable pour l'épanouissement et pour la croissance du bétail de nos éleveurs. Cette démarche du consortium SMB Winning contribue également à réduire les tensions entre éleveurs et agriculteurs et acteurs miniers. À terme, les bénéficiaires devront élaborer des plans d'action communautaires pour une gestion plus sécurisée et durable de leurs troupeaux. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'était le reportage de Mamadi Ternaka Misoko sur cette initiative qui vise la lutte contre la divagation des animaux et les conflits qui en sont parfois consécutifs. Une lutte qui passe donc par la formation des éleveurs pour mieux nourrir le bétail. La Guinée est signataire de plusieurs conventions interdisant la commercialisation et l'utilisation d'un certain type de gaz. Mais comment identifier ces gaz avec précision? La question semble désormais résolue grâce à l'arrivée de nouvelles machines capables de détecter et d'analyser les gaz en circulation dans le pays. La gendarmerie environnementale a même finalisé ce matin plusieurs jours de formation dédiés à l'utilisation de ce nouvel équipement. Mamadou Alpha Baldé. La lutte contre les mauvais gaz et leur utilisation se renforce à travers le pays. Après l'acquisition de matériel de détection mobile à la pointe de la technologie, des agents de la gendarmerie environnementale se forment à l'utilisation de ces appareils capables d'identifier avec toutes les précisions nécessaires l'ensemble des gaz en circulation. Ça nous permet aujourd'hui d'être à la hauteur des autres pays dans le cadre de la détection du faux gaz, surtout des gaz contaminés. Et ça, grâce à l'appui du gouvernement, à sa tête le président Mamadi Doumbouya, président de la République, commandant en chef des forces armées. Aujourd'hui, les gendarmes de l'environnement sont outillés, franchement outillés à détecter les gaz contaminés sous toutes ses formes. Avec ces équipements et le contrôle qui sera bientôt fait sur l'ensemble du territoire national, la Guinée entend ainsi faire respecter ses engagements internationaux en matière d'élimination de certaines substances chimiques dangereuses pour la couche d'ozone et la santé humaine. Nous avons essayé d'équiper le bureau ozone, le comité national de ozone, la gendarmerie, les agents de sécurité pour nous permettre effectivement d'éradiquer ces fléaux aujourd'hui sur l'étendue du territoire national. La douane est chargée effectivement de contrôler tout ce qui rentre au niveau de la frontière, mais la gendarmerie doit nous aider sur le plan national pour que des substances qui ont été importées depuis plusieurs années soient complètement détectées. Ce matériel sert effectivement à connaître la qualité du gaz. Si le gaz est mélangé, si le gaz est pur ou si c'est un gaz interdit. Désormais, la mise en circulation des différents types de gaz sera soumise à des contrôles poussés, ce qui permettra de lutter de façon efficace contre les conséquences néfastes de l'utilisation des gaz contaminés partout en Guinée. On en vient maintenant aux efforts pour la relance de la garde communale. Une mission d'évaluation vient d'être officiellement lancée à Farana. C'est pour mesurer l'application des recommandations issues du vaste chantier de redynamisation engagé dans les communes urbaines du pays. L'idée est d'accompagner les collectivités locales dans l'opérationnalisation des gardes communales. Sur place, Ibrahima Oulem Fofana et Silati Kourma. Dans la ville historique de Farana, nous sommes à la préfecture où est lancée cette tournée régionale de la direction du service national d'appui à la garde communale. C'est une mission d'évaluation des différentes recommandations des missions précédentes dans le but de rendre opérationnels ces services. Si la garde communale doit renaître de ses cendres, c'est ici, au cœur de la Haute-Guinée, qu'elle doit puiser sa source vitale. Nous sommes ici pour évaluer, pour regarder la réalité en face. Vos lacunes en équipement, vos difficultés de mobilité, parfois le flou dans vos missions. Mais je viens constater avec mes propres yeux pour que mes rapports au gouvernement soient des cris d'alarme, pas de murmures administratifs. Nous les disons merci parce que sans la sécurité, il n'y a pas de développement. Et ce sont des vertus qui sont très chères au président Mamadi Doumbouya qui a pour objectif principal aujourd'hui de sécuriser la Guinée dans tout ce tiroir. Le voile est levé sur plusieurs points.
Des points comme la formation des encadreurs de la garde communale, la formation et la prise en charge des agents de la garde communale et surtout la réglementation des uniformes. La garde communale, depuis un certain temps, rencontre assez de difficultés dans son fonctionnement. Quand vous imaginez, par exemple, pour le cas typique de Farana maintenant, l'effectif est très peu et la population croît du jour au jour. Et la police communale intervient dans beaucoup de domaines. D'abord sur le plan de la sécurité, de la mobilisation des recettes, l'organisation même de la mairie. À l'issue de cette mission régionale, les attentes seront entre autres l'évaluation de l'état d'exécution des recommandations antérieures, définir les rôles, responsabilités et procédures de fonctionnement, mais aussi traduire les recommandations en plan d'action opérationnel adapté aux réalités locales. Et puis, à l'approche des élections du 31 mai prochain, le Conseil national des jeunes de Guinée passe à l'offensive. Objectif, mobiliser la jeunesse autour de son rôle dans le processus électoral et promouvoir des scrutins apaisés. Première escale, la ville de Kindia, point de départ d'une vaste campagne nationale de sensibilisation. Yara Diallo. Les élections communales et législatives se profilent à l'horizon. Pour garantir des scrutins calmes et crédibles, le Conseil national des jeunes de Guinée intensifie ses actions. Cap sur Kindia, première étape d'une tournée qui s'étendra à plusieurs régions du pays. Ici, le message est clair. La participation des jeunes est déterminante pour la réussite du processus électoral. Aujourd'hui, nous avons regroupé ici les représentants des 35 quartiers de la commune urbaine de Kindia et sans oublier aussi certaines sous-préfectures de Kindia. Donc ils vont constituer ici des ambassadeurs de la paix. Ils vont faire passer ces messages qui ont été véhiculés aujourd'hui au sein de leur quartier, au sein de leur district et au sein de leur famille pour que réellement on touche beaucoup plus de personnes et que cette sensibilisation puisse vraiment impacter. Nous avons invité tous les jeunes à se mobiliser, à s'intéresser et à ne pas rester à la maison. La participation compte. Vous voulez un changement dans votre commune, vous ne voulez pas voter. Mais après les élections, acceptez alors le verdict des urnes. Si vous voulez un changement, nous vous appelons à vous mobiliser, à participer activement. Sur le terrain, la stratégie est bien rodée. Séances d'échange, causeries éducatives et rencontres de proximité se multiplient pour toucher un maximum de jeunes et renforcer la culture citoyenne. Notre plus grand bonheur, c'est de voir les jeunes du Conseil national venir rencontrer leurs frères à Kindia pour leur dire halte à la violence. Apprêtez-vous au jeu électoral, c'est un jeu démocratique. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'agitation. La seule façon de s'exprimer, c'est dans les urnes. Et je crois que les jeunes sont en train de s'engager dans ce sens parce qu'eux-mêmes constituent des exemples. À travers cette campagne, le CNJ Guinée entend positionner la jeunesse comme un acteur clé des prochaines échéances électorales en Guinée. Cette décision maintenant de la Haute Autorité de la Communication portant suspension de 2 journalistes et d'une émission de la chaîne de télévision privée Télé 24. Le Collège de la Haute Autorité de la Communication, vu la Constitution notamment en ses articles 176 et 196, considérant la diffusion par la chaîne Télé 24 dans ses éditions de la journée du mardi 21 avril 2026 d'un reportage d'origine amateur mettant en scène des activités de propagande en faveur d'un candidat aux élections et l'avertissement dont elle a fait l'objet, suivi d'excuses présentées par la direction générale de la chaîne Télé 24 et son engagement à ne plus répéter de tels manquements. Considérant que dans l'émission Guinée Todé de ce jeudi 23 avril 2026, les journalistes Sekouba et Aboubakar Diallo se sont livrés à une propagande électorale en faveur d'un candidat de la commune rurale de Kolé, préfecture de Tougué, rompant ainsi l'égalité de traitement entre les candidats de surcroît avant l'ouverture officielle de la campagne électorale, considérant ce traitement inéquitable comme une récidive de la part de la chaîne de télévision Télé 24, une violation manifeste de l'interdiction de propagande anticipée et un manquement grave aux obligations de traitement professionnel de l'information en période préélectorale. Après en avoir délibéré, décide. Article 1er. La suspension de l'émission Guinée Todé de la chaîne de télévision Télé 24 et des journalistes Aboubakar Diallo et Sekouba pour une période de 3 mois pour diffusion de contenu de propagande électorale en faveur d'un candidat en violation des dispositions du Code électoral
du décret fixant les dates d'ouverture et de clôture de la campagne pour les élections législatives et communales du 31 mai 2026 et des décisions de la haute autorité de la communication y afférente. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry le 23 avril 2026 pour la haute autorité de la communication, le président Boubacar Yassine Diallo. L'entrepreneuriat séduit de plus en plus les étudiants guinéens. Cette dynamique s'est récemment illustrée à travers un panel organisé sur le thème « Réussite et échec ». Une rencontre pour montrer que les difficultés font partie du parcours entrepreneurial. Les intervenants invitent donc les jeunes à s'inspirer de leurs échecs pour atteindre leurs objectifs professionnels. Bakary Bamba Kondé. En Guinée, de plus en plus de jeunes diplômés et d'étudiants aspirent à créer leur propre entreprise portée par une volonté d'innovation et d'autonomie. C'est dans cette optique que King's Academy Conakry a organisé un panel intitulé « Modèle de réussite et si l'échec façonnait le succès ». Il s'agit d'un espace d'échange pour faire le lien entre l'échec et la réussite et pour comprendre comment les leçons tirées des moments difficiles peuvent être source de plus grand succès. Je souhaitais faire venir des modèles afin que les étudiants puissent s'en inspirer, sincèrement. Et j'avais concocté une liste de modèles qui ne pouvaient pas passer inaperçus. Mais c'est vraiment une activité qui a été enrichissante. En tant qu'administrateur général de AGB2AGIC, le panéliste Ahmed Kanté a illustré ses propos par des exemples tirés de son propre parcours. Ainsi, sa vision a encouragé les étudiants à ne pas craindre l'échec dans leur vie professionnelle, mais plutôt le voir comme un tremplin vers le succès. Nous avons le devoir de transmettre aux jeunes générations les fruits de notre parcours, nos peines, nos échecs et les réussites aussi. Et leur transmettre aussi ce que l'on pourrait appeler des leçons de vie. Je ressors d'ici forgé. Ce que je voudrais annoncer à la jeunesse, c'est d'oser entreprendre, oser commencer quelque chose, ne pas toujours attendre que l'État vienne nous donner quelque chose, un travail ou quoi que ce soit. En initiant ce genre de rencontre, King's Academy veut équiper ses étudiants non seulement de connaissances, mais aussi de la force pour transformer les défis en opportunités et les échecs en succès dans leur vie post-universitaire. Dans l'actualité encore, à l'Abbé, le gouvernement, à travers l'Agence nationale de financement des collectivités, renforce la riposte contre les violences basées sur le genre. Des agents techniques d'encadrement des communes ont été formés aux procédures de référencement des victimes. Ils s'engagent en retour à transmettre ces connaissances au niveau des points focaux dans les différents districts. Sarafdine Diallo, Alpha Isiagaba. Les violences basées sur le genre sont monnaie courante dans plusieurs collectivités du pays. Au constat de ce fait néfaste de société, l'Agence nationale de financement des collectivités a outillé les agents techniques d'encadrement des communes sur les procédures de référence des victimes de VBG afin d'assurer la démultiplication auprès des points focaux relais dans les districts. Doivent être outillés sur les procédures de référencement, c'est-à-dire sur les principes directeurs de l'approche centrée sur les survivantes et être capables d'aller former les points focaux VBG qui se trouvent dans les districts. Et à leur tour, ils doivent vraiment être capables de réceptionner les victimes de VBG et AS et les référencer vers les services de prise en charge. Les agents techniques d'encadrement des communes se disent désormais outillés sur les procédures de référence des victimes de VBG. Sur place, des engagements sont pris. Au niveau de chaque district, il y a un point focal. Après cette formation, c'est d'aller procéder à la démultiplication, réunir vraiment ces points focaux au niveau de la commune, les former sur les procédures de référencement, sur la prévention des VBG, sur les possibilités de prise en charge et sur les possibilités vraiment d'élaboration et de dépôt de plaintes. Vous, agents techniques d'encadrement des communes, êtes au plus près des communautés. Vous êtes souvent les premiers interlocuteurs des victimes. Vous serez chargés de former à votre tour
les acteurs communautaires pour que l'information et la protection atteignent chaque village et chaque quartier. À travers cette formation, l'ANAFIC est désormais doté d'un dispositif relatif et qui lui permet de minimiser les risques des cas de VBG dans les différentes collectivités. Un mot de sport pour dire que la Fédération guinéenne de football continue de structurer le football féminin à travers un programme de renforcement des capacités. Les administrateurs du secteur renforcent leurs compétences opérationnelles. C'est un programme qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de développement du football féminin porté par la FEGIFOOT. Reportage Mangamouri Kamara et Jibril Kamara. À niveau touche les administrateurs du football féminin. Elle intéresse en grande partie des femmes capables de diriger et gérer l'administration sportive. C'est ce qui motive la Fédération guinéenne de football à faire de la formation une priorité de sa feuille de route. Il n'y aura pas de football féminin au sommet sans un football féminin structuré, professionnel et ambitieux. Je voudrais remercier sincèrement la Fédération guinéenne de football, ses partenaires FIFA et CAF pour leur appui constant au développement du football féminin. Après quelques mois, on est encore revenu pour mettre en application les différentes activités que la fédération a pris l'engagement de le mettre en place pour le développement du football féminin. Depuis toujours, la Fédération guinéenne de football se fixe des ambitions, renforcer le leadership des actrices du secteur sportif, mais aussi et surtout mettre à jour ses techniciens pour leur qualification. Cet atelier arrive donc à un moment essentiel. Il nous invite à apprendre tout afin d'améliorer nos pratiques au quotidien. Car renforcer nos capacités, c'est aussi renforcer la crédibilité et l'avenir de notre football féminin. Ce que nous construisons ici aujourd'hui aura un impact sur les générations futures. Il n'y a pas 3 mois, j'ai suivi 4 à